Selam selam! Aujourd'hui, on va parler d'Ali Bira, pionnier de la musique oromo en Éthiopie. Et là, si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, vous allez me demander: Attends, Destena, pourquoi tu précises qu'il est Oromo? Toi-même, tu l'as dit, tu es anti-tribaliste, donc qu'est-ce que c'est que ça? et vous auriez raison. En réalité, je précise son ethnie uniquement parce que ça a une importance particulière dans son parcours. Petit disclaimer avant de commencer, je vais parler de religion musulmane. Donc si vous vous rendez compte que je dis des choses qui ne sont pas exactes, je vous laisse me corriger en commentaire, mais de façon bienveillante. Allez, on commence. Sha la 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 la. 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 Tam taram taram taram. Tsigirida. Tsigirida. Ali Mohamed Moussa naît en 1947 à Dire dans l'est du pays. Il naît dans une famille tout à fait normale, avec deux parents et un frère plus âgé. Le premier drame de sa vie apparaît lorsqu'il a 3 ans. Son grand frère meurt dans un accident. Ne pouvant supporter la perte de ses enfants, ses parents décident alors de divorcer. Et la garde du petit Ali est donnée alors à son père. Son père est un homme très religieux, et comme beaucoup de pères dans la région, il emmène Ali à l'école coranique à l'âge de 5 ans. Le but principal de l'école coranique est de maîtriser et mémoriser le Coran en arabe, la langue originelle du prophète et de la révélation. Il faut bien comprendre quelque chose. Mémoriser le Coran est un travail intellectuel gargantuesque, parce qu'il faut non seulement comprendre les mots, mais aussi réussir à faire tomber les rimes au bon endroit, jouer avec la musicalité du texte et mémoriser toutes les sourates. Ce qui est assez impressionnant avec le parcours d'Ali Bira, c'est qu'à l'âge de 11 ans, il avait déjà retenu près de la moitié des 30 parties du Coran, ce qui démontre déjà d'une très bonne mémoire, mais il maîtrisait également l'arabe et la fan oromo, sa langue maternelle. Vers le même âge, son père l'inscrivit à l'école publique, mais Ali dut apprendre l'amharique, vu que les cours n'étaient qu'en cette langue à ce moment-là. Malheureusement, aller à l'école publique était très mal vu à l'époque, et sous la pression de ses voisins, son père dut le retirer de l'école publique pour le réinscrire à l'école coranique. Le pauvre homme n'avait pas énormément d'argent, et pour l'aider à arrondir ses fins de mois, Ali décida de vendre des petites marchandises dans la rue. En parallèle, il donnait aussi des cours d'arabe pour les tout-petits à l'école coranique, ce qui faisait qu'il était payé 10 birs par mois, ce qui est énorme pour l'époque, et il obtenait aussi la gratuité de tous ses frais de scolarité. Et on le surnommait affectueusement le petit maître. Pour résumer, Ali faisait partie, dans les années 50, des nombreux enfants qui travaillaient, et il était très actif, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, quand il avait du temps libre, qu'est-ce qu'il faisait Ali? Eh bien, Ali chantait. Il s'intéressait à toutes les formes d'art, mais le chant, c'était l'art qu'il préférait le plus. Il chantait surtout en Afan Oromo, la langue de son ethnie, et c'est à 13 ans que tout commence. À ses 13 ans, Ali décide de se proposer de participer au groupe Afran Kalo. Et c'est ce groupe qui va sceller son destin. Mais pour bien comprendre en quoi cette décision est importante, il faut remonter à la fin du 19e siècle sous l'Empire. À ce moment-là, Ménélique II attaque les terres du sud, et en majorité les royaumes Oromo, Sidama, pour s'approprier leurs terres et étendre son territoire. À cette époque-là, les Oromo étaient très marginalisés sur leurs propres terres. L'histoire autour de cette marginalisation est assez complexe en soi. On ne peut pas réduire tout ça à une histoire de colonisation avec un gentil et un méchant, parce qu'à ce moment-là, il y avait aussi beaucoup d'Oromo qui vivaient dans les terres qui étaient à la base Amara et qui faisaient eux-mêmes partie du gouvernement impérial. Donc c'était un peu plus complexe que un méchant, un gentil. Ceci dit, très important, retenez qu'à ce moment-là, les Oromo qui faisaient partie des basses classes n'étaient pas en majorité ethnique comme maintenant. Se revendiquer Oromo, c'était quelque chose d'assez difficile à vivre dans l'Éthiopie du début des années 1950. Beaucoup d'entre eux devaient changer leur nom pour l'amariser un peu plus. Et moins ressentir la pression sociale. Parler l'amharique, c'était la base, puisque l'empereur Haïlé Sélassié l'avait proclamé comme langue d'État. Peu d'Oromo avaient accès à certaines sphères de l'éducation et de la société à cause du fait qu'ils ne parlaient pas l'amharique, et étaient de facto réduits à des métiers mal payés, sous-qualifiés, ou à travailler sur les terres des nobles et de la famille impériale. Les différentes ethnies oromo étaient alors souvent marginalisées, et le fait de parler oromo, c'était
plutôt mal vu. Même s'il n'y a jamais eu de facto d'interdiction de parler oromo, il y avait une extrême pression sociale pour ne pas le parler. C'était comme si c'était interdit. C'est en cela que la décision d'Ali est très forte symboliquement, et surtout à un si jeune âge. C'est en 1963 qu'il va faire sensation avec son groupe Afran Kalo. Cette nuit-là, de 1963, on célèbre l'Eid, la fête qui clôt le ramadan chez les musulmans. Et Ali va venir chanter la chanson qui va sceller son avenir, Birada Bariye. Cette chanson va à la fois le révéler au public et lui donner son nom de scène, Ali Bira, Ali le printemps en français. En effet, dans son groupe, il y a déjà 2 autres Ali, vu que ce prénom est très courant chez les musulmans. Alors il devient Ali Bira. En 1964, un an plus tard, en plein conflit politique, plusieurs membres d'Afran Kalo sont arrêtés. Ils revendiquent fièrement l'identité oromo et sont impliqués dans des actes de résistance envers le gouvernement d'Haïlé Sélassié. Ali Bira est lui-même inquiété, mais pour autant, il continue de chanter en oromo. Il rencontrera d'ailleurs Ahmad Taki, un célèbre activiste des droits oromo qui lui donnera une guitare, un instrument qui lui permettra de jouer beaucoup plus simplement. Mais cet instant de résistance ne dure pas et la même année, il s'enfuit clandestinement avec d'autres membres de Afran Kalo à Djibouti. Là-bas, il est arrêté et fait prisonnier, puis est relâché et chantera à Djibouti, en Somalie, en oromo et en afar. عشنا من جسسو يا النهير يا أنا من رفسو أسكت ولا قرتي زمني دولة دولة كجارتي عشنا من شكسا يا النهير يا أنا ما بتشسا. Le 31 décembre 1964, il décide de quitter Djibouti pour retourner en Éthiopie à Dire Dawa, là où il a laissé sa famille, ses amis et le reste du groupe. Le 1er janvier 1965, il est arrêté à son arrivée en Éthiopie par la police pour avoir prétendument insulté l'empereur lors d'une de ses performances à Djibouti. Ce qui démontre bien que, même s'il avait quitté le territoire, la police impériale était partout. Il passera 6 mois en prison à Harar, puis sera relâché et atteindra Addis. Là-bas, loin de se démonter, il va partager la scène avec les plus grands chanteurs de l'époque, Mahmoud Ahmed, Tilaoun Gessese, Bizunesh Bekele. Pour autant, Ali Bira reste l'un des seuls chanteurs à continuer à chanter en afan oromo de la scène impériale, mais peut-être même de la ville entière. Mais son talent le précède et il sera repéré pour jouer dans l'orchestre impérial. Il fera alors des tournées à travers le pays. Mais il insiste, il jouera en oromo. Les concerts s'enchaînent, Ali Bira inscrit durablement son nom dans l'histoire de la musique éthiopienne et les nuits du pays écoutent les paroles lancinantes du chanteur. Sa voix compte plus que ses mots, et pourtant, cette langue est toujours un signe de danger pour lui. 1974, la révolution éthiopienne sonne un coup de tonnerre. Ahmad Taki, l'activiste qui lui avait donné sa guitare, est tué. Comprenant que les temps sont en train de changer, Ali Bira décide de quitter Addis. L'orchestre impérial est forcément dissous. Dans ses chansons, il exprime sa peine pendant ces années difficiles. Alors que les révolutionnaires promettaient une plus grande liberté que sous l'Empire, il n'en est rien. « 1985. L'Éthiopie subit sa 3e famine du siècle
la plus meurtrière. L'immigration est interdite, le couvre-feu imposé, les citoyens perpétuellement fouillés. Cette année-là, Brigitta Astrom, une fan suédoise d'Ali Bira, se présente à lui avec une demande particulière. Elle souhaite l'épouser. Et Ali va alors accepter. Il va beaucoup voyager avec elle, et sur son passage, il va chanter. En oromo, en amharique, en afar, en Somalie. D'abord l'Arabie Saoudite, puis la Suède, le pays de naissance de Brigitta, elle qui travaillait pour les ambassades suédoises, et enfin le Canada. Il y ouvrira un restaurant d'ailleurs, et continuera encore et encore de chanter ses principaux thèmes, l'amour et son peuple. Pendant 20 ans, il va sillonner le monde sans jamais revenir vers l'Éthiopie. Le régime d'Haïlé Mariam traquait tous les membres des milices séparatistes et Ali Bira était considéré comme un danger parce qu'il demandait la reconnaissance complète de l'ethnie Oromo. Ce n'est qu'en 2005 qu'Ali Bira va revenir. En 2005, le pays a radicalement changé. Haïlé Mariam s'est enfui, la famille impériale disséminée à travers le monde et les Oromos sont reconnus en tant que tels, comme une identité à part entière. Tant qu'on n'insulte pas le gouvernement, bien sûr. On peut à présent chanter légalement, sans risquer aucune sorte de châtiment. Le gouvernement de la région Oromia lui offre une maison pour le remercier de son travail pour la reconnaissance de l'identité Oromo. Le retour d'Ali Bira se fait dans les larmes, les cris et la joie. Il quittera ce monde en 2022 dans son pays, à l'âge de 74 ans. Alors après tout ça, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'Ali Bira est iconique ? Ali Bira incarne une période honteuse de l'histoire de l'Éthiopie. Une partie de l'histoire où l'identité Oromo dérangeait tellement que le simple fait de parler cette langue était un affront aux autorités. Mais pour autant, il a démocratisé cette identité, il a tenu son engagement dans la reconnaissance de cette ethnie comme un peuple à part entière, et ce, peu importe le fait qu'on l'emprisonne ou qu'on l'exile. Si vous pouvez entendre des gens chanter en Oromo aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui.